commencez à faire vos cartons dans le bureau parce que vous étiez sûr que la sanction va tomber. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'où vient-il qu'un Camerounais qui a occupé un poste depuis 20 ans et dont tous les éléments, que ce soit les éléments de train de vie ou d'autres éléments, montrent qu'il s'est enrichi de manière illicite aux dépens des deniers publics, que l'on attend de 20 ans ou 25 ans pour le poursuivre. Donc cet élément de célérité est fondamental. Et enfin, il me semble, mais tout le monde s'accorde là-dessus, qu'il faut que nous retrouvions une certaine morale publique. Et cette morale publique, nous ne pouvons la retrouver qu'à partir de l'éducation, c'est-à-dire dès le primaire, le secondaire, le supérieur. Il ne faut pas croire que quand on arrive à l'université, on ne peut plus en fait recevoir des enseignements sur le comportement civique du citoyen. L'éducation a donc effectivement un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre la corruption. Je vous remercie. La deuxième et dernière question concerne la mise en place des institutions. Alors, un Sénat figure dans la Constitution du Cameroun et ce Sénat a été effectivement mis en place en 2013. Aujourd'hui, cette institution est sans locaux. Je voudrais savoir, est-ce que le Sénat a toujours l'estime du parti républicain que vous dites être? Que nous soyons un parti républicain. Si c'est simplement parce que nous disons que nous sommes un parti républicain et que vous ne voyez pas que notre comportement constant est celui d'un parti républicain, cela veut dire que nous n'avons pas fait un travail efficace. Il faut que nous expliquions davantage. Mais vous pouvez croire que nous sommes parti républicain puisque nous faisons tout en respectant la légalité républicaine. Et c'est pour cela que nous avons choisi dès le départ de participer au jeu institutionnel dont nous sommes républicains. C'est pour cela que nous respectons les autorités qui gouvernent le pays, même si nous sommes en désaccord avec ces républicains. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à travailler lorsque c'est nécessaire en collaboration avec les administrations publiques, lors par exemple de notre don de sang, parce que nous sommes républicains. Donc je voudrais que vous soyez convaincus. Cela étant précisé, la question que vous posez est extrêmement importante. Je crois, en fait, dans ces prémices, c'est-à-dire que le Sénat est sans locaux. C'est quand même grave. Cela nous suggère quelque chose. Cela veut donc dire que le Sénat a été mis en place dans la précipitation depuis 1987. Donc d'où vient-il que lorsqu'on met le Sénat en place en 2013, on ne lui est pas prévu des locaux à l'avance? Il y a donc là un élément supplémentaire factuel, madame, factuel, qui nous montre qu'on met en place les institutions au Cameroun suivant un agenda politique et non pas dans le dessein effectivement de structurer et de renforcer l'architecture institutionnelle du pays pour un fonctionnement plus efficace et plus efficient de notre démocratie. On aurait donc dû se donner le temps qu'il fallait, à défaut de construire, peut-être parce qu'on n'en avait pas les moyens, mais de trouver des locaux permanents et conséquents pour permettre au Sénat de jouer pleinement sa partition en tant que composante du Parlement du pays. Donc, nous ne pouvons que déplorer cette situation, mais il appartient à ceux qui sont aux affaires d'y remédier le plus rapidement possible. On ne peut pas imaginer le Sénat d'un pays d'être, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, j'aurais dit d'être SDF, mais enfin, vous n'avez rien entendu, mais je voulais dire d'être sans domicile. Monsieur le Président, Pierre Melchior-Zier, journaliste indépendant. Je vais faire un autre clin d'œil, toujours au Sénat, pour dire que votre parti, le MRC, aussi bien que tous les partis d'opposition, ont accepté la mise sur pied du Sénat sans que les régions ne soient effectives au sens des collectivités territoriales décentralisées. Si on vous disait, vous, au MRC, que vous êtes complice de l'interfait, comment réagirez-vous? Je vous remercie de votre question. Je répondrai simplement que ceux qui peuvent faire de telles allégations ne suivent pas l'actualité politique nationale. Parce que nous nous sommes exprimés très clairement, de la manière la plus ferme là-dessus, en disant que le président de la République, effectivement, faisait des sauts de ce qu'on appelle des sauts à saute-mouton. C'est-à-dire, vous savez que dans les cours de récréation, on sautait par-dessus la tête du camarade. Alors qu'effectivement, il doit y avoir une logique institutionnelle claire. Attendant la mise en place de régions, les membres du Sénat, les sénateurs pouvaient être élus par les conseils municipaux. C'est dans la révision de 2008. Et quand le président de la République a voulu le faire en 2013, nous avons dit que c'était
politiquement injuste. C'est un manque de fair play parce que les jeunes partis comme le nôtre, qui n'avaient pas encore de conseils municipaux, ne pouvaient pas participer à cette élection. Parce que nous n'avions pas d'éléments dans le corps électoral. Comment pouvez-vous dire que nous l'avons accepté? Par l'incendie ou la destruction, pour que l'on comprenne que nous ne sommes pas d'accord, nous disons que nous croyons avoir affaire à des dirigeants raisonnables, à des gens qui ont de la sagesse, qui ont de l'expérience et qui doivent comprendre que par le jeu de la négociation, par le jeu de la discussion, on peut faire avancer le pays sans être obligé de passer par la case de la violence. Comme en politique. Et qu'ils croient que chaque fois que s'ils font la moindre ouverture ou la moindre attention à ce que revendique l'opposition, ce serait un signe de faiblesse. Alors que partout ailleurs, c'est un signe de vitalité démocratique et de responsabilité. Une autre question dans cette articulation, Monsieur le Président. On reproche au Parlement d'être une institution d'enregistrement et qu'elle n'exerce pas pleinement son pouvoir. Alors, quel projet proposez-vous au MRC pour donner un véritable pouvoir, notamment celui du contrôle aux institutions, aux organes législatifs? Vous touchez là à une question institutionnelle, et je dirais même constitutionnelle, essentielle. C'est l'architecture institutionnelle et donc la distribution ou l'allocation du pouvoir au sein de l'État camerounais. La faiblesse d'un Parlement tient toujours à deux choses. Toujours. C'est d'une part au mécanisme constitutionnel de répartition du pouvoir et d'autre part au comportement des acteurs eux-mêmes. En ce qui concerne les mécanismes constitutionnels de distribution du pouvoir, on ne peut pas dire que le Parlement camerounais soit totalement dépourvu. Premièrement, vous savez que le Parlement camerounais peut voter une motion de confiance contre le gouvernement. Lorsque le Premier ministre présente le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale, donc au Parlement, le Parlement peut voter une motion de confiance pour dire nous faisons échec à votre programme. C'est dans les compétences du Parlement, c'est inscrit dans notre Constitution. Et voter une motion de confiance contraint le président avec son gouvernement. Et donc vous voyez que si on fait échec à un gouvernement, cela oblige le chef de l'exécutif à revoir la copie. C'est un message que le Parlement donnerait. Vous avez déjà entendu qu'il y a même une tentative de vote, quitte à ce que cela conduise à un échec, alors que c'est un pouvoir qui est attribué au Parlement. Le deuxième levier sur lequel le Parlement peut agir, c'est la motion de censure. Le Parlement camerounais a, au terme de notre Constitution, le pouvoir de censurer le gouvernement. C'est une action donnée. C'est-à-dire que s'il vote une motion de censure, le gouvernement soit modifie son comportement ou, s'il s'agit d'un projet de texte, peut le retirer. Est-ce que vous avez déjà entendu même qu'il y a eu dépôt d'une motion de censure? Donc, ça, ce sont des attributions parlementaires. Est-ce que c'est en accroissant les pouvoirs du Parlement que les parlementaires vont exercer leur pouvoir? Ça, c'est le point d'interrogation. Deuxième élément explicatif de la faiblesse d'un Parlement, c'est le comportement, disait, des acteurs. C'est-à-dire donc le comportement des parlementaires eux-mêmes. Si un Parlement se transforme par lui-même en une chambre d'enregistrement, en une caisse de résonance, c'est qu'il aura voulu, dès lors que la Constitution lui donne des pouvoirs. Et donc tout le monde au Cameroun, comme nous sommes dans un système qui, alors qu'il est semi-présidentiel, est devenu un système hyper présidentiel, parce que tout coule du sommet du pouvoir et se diffuse dans le reste de la société. Donc chacun se bat pour être là où la source coule, parce s'il peut avoir une goutte d'eau, y compris dans les parlementaires. Et donc, les parlementaires n'ont plus le comportement d'une composante des trois principaux pouvoirs prévus par notre Constitution, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, parce qu'on n'en parle pas assez. Le Parlement, de fait, se comporte comme une composante de l'exécutif et est aux ordres de l'exécutif. Voulez-vous que je vous en donne d'autres exemples? Le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui dit qu'il remercie le président de la République qui, grâce à lui, a énormément... Comment voulez-vous que dans ce cas,
le Parlement puisse jouer son rôle de contre-pouvoir de l'exécutif. Quelqu'un qui est censé, de par la Constitution, détenir un pouvoir face à un autre pouvoir. Car telle est la logique institutionnelle au Cameroun. Le président de la République a le suffrage, la légitimité, pardon, du suffrage universel direct. Les parlementaires ont également la légitimité du suffrage universel direct en tant que corps. Le président, lui, en tant qu'individu, tous les Camerounais le votent au suffrage universel. Le Parlement, en tant que corps, a également le suffrage universel. Donc, ils ont une légitimité équivalente. Mais d'où vient-il que l'autre renonce complètement à sa légitimité? Donc, pour terminer, je suis un peu long, mais vous touchez à une question qui est difficile, qui est compliquée. C'est à la majorité parlementaire camerounaise de jouer pleinement son rôle de parlementaire et de ne pas être là pour faire justement simplement plaisir en espérant toucher davantage le chef de l'exécutif dans sa magnanimité, comme on dit au Cameroun. Je suis journaliste au quotidien La Nouvelle Expression. Alors, dans votre discours de décembre 2014, vous annonciez le lancement d'une campagne nationale et internationale de sensibilisation sur l'importance de l'adoption d'un code électoral consensuel, un projet que vous comptiez mener avec les acteurs de la société civile et les autres formations politiques. Nous sommes en décembre 2015 et aucune trace de cette campagne. Pourquoi ce retard? Est-ce que ce projet de réforme du code électoral vous tient vraiment à cœur? Si vous posez cette question, d'abord nous sommes en septembre, pas en décembre. Nous avons, vous avez dit décembre. C'est un lapsus. Vous avez dit décembre. Parce que vous avez dit que nous sommes en décembre. Donc je voulais dire qu'il y a encore 4 mois avant décembre. Mais je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que l'actualité nationale et l'actualité interne même de notre propre parti nous a amené à nous donner un temps de préparation. Lorsque vous lancez une campagne comme celle-là, vous ne vous levez pas le matin et vous la préparez. Je dis sur le plan matériel, parce que lorsque vous voulez informer les Camerounais, il faut par exemple leur donner de la documentation. Voyez. Donc notre campagne va démarrer ces jours. Si j'étais censé, donc un camarade était censé m'amener ce matin un exemplaire du dépliant qu'on va distribuer à l'occasion. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu, je ne le vois pas. Mais sachez que dans les jours qui viennent, nous allons démarrer cette campagne. Au fond, nous l'avons commencé maintenant seulement, parce que nous avons eu des activités internes intenses de notre parti. Vous avez suivi sans doute notre tournée à l'extérieur. Nous avons aussi estimé qu'au moment, à une période, notamment au début de cette année, même si ça se poursuit, où les attaques de Boko Haram étaient très récurrentes et causaient beaucoup de morts sur le front, souvenez-vous-en. C'est pas où il y avait des trentaines, 80, 50, et c'était pratiquement tous les jours. Ce n'était pas le moment propice de lancer une telle campagne. Il fallait d'abord montrer notre solidarité vis-à-vis de notre population et de nos forces de défense. Nous pensons que maintenant, même si ces attaques se poursuivent et continuent de faire des morts, hélas, de manière globale, le dispositif sous-régional qui est mis en place permet d'espérer que la contre-offensive va être importante et que nous pouvons démarrer cette campagne. Mais elle va être démarrée parce que la question de la réforme du code électoral est essentielle. Il n'y aura pas des élections libres, justes et transparentes en 2018 si nous ne modifions pas le code électoral. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. L'ancien directeur général d'Elecam lui-même, je crois au début de cette année, a dit qu'il fallait réviser le code électoral parce qu'il y avait des insuffisances. Tous les autres partis politiques d'opposition sont d'accord. Beaucoup de composants de la société civile également. Et nous ne demandons pas le miracle. Nous disons par exemple qu'il est anormal que le code électoral dit que chaque représentant d'un parti politique reçoit le procès verbal, mais qu'en cas de contentieux, seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. N'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Nous disons par exemple qu'on peut raisonnablement envisager au Cameroun un bulletin unique comme ça se pratique partout ailleurs. Et parce que ça va limiter les achats de conscience. Quand vous ramenez le bulletin du parti d'opposition, on vous donne l'argent. Ça, ce sont des réformes qui peuvent se faire aisément. Nous pensons que lorsqu'on sort de la commission locale de recensement de vote, il n'est pas nécessaire de passer par Elecam avant d'amener les résultats à la commission départementale de vote, parce que nous savons que c'est à Elecam qu'on modifie les résultats. Donc c'est autant de choses simples
qui n'entraîne aucun coût, c'est-à-dire que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour l'État que nous estimons absolument indispensables à faire avant les prochaines élections. Dans notre campagne, nous allons la mener, soyez-en rassurés. Merci. Cet éclairage, nous passons à présent au troisième panel qui sera essentiellement consacré à l'économie. Alors, Sylvain Antongo, passe la parole. Je m'appelle Baudouin Enama, je suis journaliste, je travaille pour le quotidien de l'économie. Bonjour Président. Alors, comme annoncé par le modérateur, nous allons parler des questions économiques. Et la première question que je vais vous poser est la suivante. Dans vos adresses au peuple camerounais en fin d'année 2014, vous avez dénoncé le caractère abyssal de la balance commerciale du Cameroun, dont le solde négatif est passé d'environ 1055 milliards, moins 1055 milliards en 2012 à environ 1200 milliards, un peu plus, en 2013. Vous savez également que le Cameroun s'est engagé sur la voie des accords de partenariat économique, une chose qui, selon une opinion avisée des questions économiques, ne risque pas arranger les affaires de la balance commerciale du Cameroun, qui semble être une question qui vous préoccupe. Seulement, sur la question des APE, sur ce débat, on n'a pas beaucoup entendu le MRC en parcourant un certain nombre de vos déclarations publiques, vos lettres publiques. On a très peu vu ces questions. Est-ce à dire que vous êtes d'accord avec les APE? Sinon, quelle est votre position sur la situation, sur les accords de partenariat économique? Je vous remercie. Je peux entendre qu'on ne connaît pas la position du MRC sur la question, parce qu'il me semble que, entre autres, au cours d'une émission que j'ai faite avec un nouveau confrère de la télévision, je peux me permettre ici de la citer, cette télévision, puisque je vois son micro à STV, alors que j'étais reçu par M. Nanda, j'avais été on ne peut plus clair là-dessus. À l'époque, je disais que c'était déraisonnable pour notre pays de signer en l'état des accords de partenariat économique. Je n'ai jamais fait grand mystère autour de notre position. Qu'est-ce que les accords de partenariat économique? Il s'agit d'accords économiques donc, qui vont lier notre pays à l'Union européenne avec pour objectif d'abaisser les barrières douanières, les barrières tarifaires, c'est-à-dire le prélèvement douanier sur les produits qui vont aller du Cameroun à l'Union européenne et de l'Union européenne au Cameroun. Pour faire simple, c'est cela. Et j'ai toujours dit que l'économie camerounaise n'était pas encore en mesure de subir des chocs externes. Chocs externes, c'est-à-dire du commerce international dans l'état dans lequel elle se trouve. Pour supporter les chocs de la compétition commerciale internationale, il faut avoir préparé les entreprises en conséquence. Les entreprises industrielles, les entreprises du tertiaire, mais également le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole. Parce que ce sont également les produits agricoles des pays européens qui vont entrer massivement et à de tarifs douaniers extrêmement faibles au Cameroun. Cela veut dire que vous aurez probablement plus de poulets, plus d'oranges, plus de divers produits agricoles européens qui vont entrer facilement au Cameroun parce que les droits de douane seront faibles. Mais non seulement leurs coûts de production sont plus compétitifs parce que leur mode de production est industrialisé, souvent d'ailleurs ils reçoivent des subventions. N'oublions jamais que la politique agricole commune de l'Union européenne, ils ont une politique agricole commune, vise à soutenir l'agriculture des pays membres et donc à les subventionner. C'est cette agriculture subventionnée qui va venir faire la compétition avec nos agriculteurs qui ne sont ni subventionnés ni bien organisés. Je disais donc dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure de participer valablement à la compétition. Il fallait donc effectivement préparer. Je ne dis pas que le Cameroun peut se soustraire de l'économie mondialisée.
Mais chaque pays se prépare avant d'aller à la compétition. Vous n'allez pas faire un marathon si depuis 6 mois, vous ne vous êtes même pas entraîné sur 1 kilomètre. Donc il faut d'abord muscler l'économie camerounaise, la préparer avant de la jeter dans la compétition. C'est ce que nous avons dit. Et on nous a dit, oui, mais il y avait des fonds pour préparer les entreprises des pays qui vont signer les APE. Sauf que ces fonds n'ont pas été débloqués ou que si elles ont été débloquées, les entreprises camerounaises n'ont pas été préparées. Parce que vous devez préparer l'outil de production, c'est-à-dire moderniser justement les équipements des entreprises camerounaises pour améliorer leur productivité de façon à ce qu'elles puissent effectivement baisser leurs coûts et être compétitifs. Je ne crois pas que cet exercice ait été fait. On m'a dit qu'il y aura un délai supplémentaire. Mais ce que je peux vous dire en tout état de cause, c'est qu'on a poussé à la signature des APE pour quelques produits en réalité que nous exportons. En disant, oui, si on n'avait pas signé, on aurait arrêté l'exportation de la banane camerounaise, soit. Mais nous produisons combien? Nous produisons 300 000 tonnes, grosso modo, maximum. Ce qui nous met parmi les producteurs intéressants en Afrique, peut-être même les plus importants. Mais c'est quoi comparé à l'Équateur qui produit 4 millions de tonnes? 4 millions, vos 300 000 tonnes, c'est une goutte d'eau. Donc, ils dicteront leurs lois sur le marché. Et j'ai dit, lorsque on comprend ce que c'est que l'économie, il faut comprendre que nous pleurons tous les jours. Nous sommes dans les morgues pour retirer les morts et pour aller les enterrer. Les entreprises meurent tous les jours, sauf que personne ne pleure, parce qu'il n'y a que le promoteur qui sait. Donc, les entreprises meurent et renaissent et d'autres se créent. On doit comprendre que lorsque une filière n'est plus compétitive, on cherche soit les conditions de sa compétitivité, soit on cherche d'autres filières qui sont plus compétitives. L'économie n'est pas une économie fixiste. Mon père vendait de l'huile, moi-même je vais vendre de l'huile jusqu'à la fin de mes jours. Non, si l'huile ne me donne plus, comme on dit au Cameroun, si l'huile ne donne plus, j'essaye la friperie. Si la friperie ne donne plus, je fais autre chose. C'est comme ça l'économie. Donc, encore une fois, je vais terminer pour ne pas être très long sur ces APE. Je peux simplement dire que on est encore, le Cameroun a signé ce qu'on appelle l'accord intermédiaire ou l'accord provisoire. Oui, intermédiaire. Donc, nous attendons de voir, puisque maintenant, il y a la négociation sous-régionale est en cours, n'a pas encore été conclue, et nous espérons que tous les griefs que nous mettons en avant, parce que si l'Union européenne signe des accords de partenariat économique, parce qu'ils nous disent, oui, mais vos produits vont entrer en franchise de douane, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer les droits de douane. Cher ami, c'est très bien, mais encore faut-il que nous ayons quelque chose à vous vendre. Donc si vous me dites, vous pouvez exporter dans mon pays gratuitement, mais moi aussi je vais exporter chez vous, avec des tarifs douaniers plus bas, vous avez 100 kilos à vendre, moi je n'ai rien à vendre, ou 2 kilos. Qui est-ce qui gagne? Donc il faut que l'on voit ce que nous exportons en contrepartie de ce que nous allons recevoir pour savoir si ça tient. Donc on attend donc de voir les APE qui sont en cours de négociation au niveau de l'Afrique centrale, pour voir si les arguments que nous avons avancés, et que d'autres avancent, et pas seulement nous, mais également des pays, le Nigeria pendant longtemps, comme vous le savez, a refusé de signer les APE, ils ne sont pas plus idiots que nous, et il faut effectivement être attentif à tout cela, et en tout cas défendre nos intérêts dans ces négociations. En juillet 2014, le MRC a fait une sortie pour dénoncer cette augmentation à la pompe et surtout les mesures prises par le gouvernement pour atténuer l'effet de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Seulement, entre-temps, sur le marché international, le prix du baril de pétrole a chuté. Nous sommes pratiquement à 45 $ aujourd'hui. Et au niveau du Cameroun, cela ne se fait pas ressentir à la pompe. On tend l'oreille du côté du MRC, on n'écoute pas grand-chose, on dirait que le combat a été abandonné. Où en est-on? Vous avez arrêté au niveau de la négociation, et que comptez-vous faire maintenant que les coûts du baril du pétrole ont chuté? Vous comptez faire quoi pour ramener, je vais le dire comme ça, le prix à un niveau acceptable pour le consommateur camerounais? Merci. Mais d'abord, je crois que de temps en temps, il faut quand même rendre justice au MRC de ce qu'il fait. Et dire simplement qu'on n'entend pas le MRC. Le MRC a été le premier, justement en juillet, à faire une sortie. Mais à faire une sortie dont même les spécialistes, y compris
dans les institutions internationales, reconnaissent qu'elle était sérieuse, argumentée et soutenue. Et il y a encore certains de nos compatriotes qui utilisent et s'inspirent du document que nous avons produit alors pour faire même leurs travaux scientifiques. Vous auriez pu rendre service, justice pardon, au MRC, puisque nous sommes dans une discussion publique, dans un débat public, de dire à l'opinion que le MRC a, à cette occasion-là, sollicité, alors si vous l'avez fait en son temps, répercuter, réanimer, réactiver ce que le MRC a dit, pour dire le MRC a dit que c'était pas sérieux et que de toute façon, il fallait le répercuter. Je pense que le MRC, démarche républicaine, madame qui m'écoute, démarche républicaine, le MRC, après avoir élaboré ce document, a demandé une audience à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui remettre son étude en main. Et il n'a pas été reçu, et on n'a même pas donné accusé de réception de notre correspondance. La pratique républicaine aurait voulu qu'il nous fasse recevoir même pas son chauffeur. Mais il ne l'a pas fait. Donc on se demande où est le comportement républicain. Toujours est-il que nous avons effectivement tiré la sonnette d'alarme. Nos arguments de l'époque restent plus que valables, y compris les pays occidentaux qui ne produisent pas le pétrole. Le prix du pétrole, le prix du carburant à la pompe suit le cours du baril au niveau international. Lorsque le prix du baril baisse au niveau international, on baisse le prix de l'essence et du pétrole à la pompe. Or, chez nous, ça a diminué de plus de 50% et le prix reste le même. C'est à vous, messieurs les journalistes, à nous, les acteurs politiques, c'est au peuple camerounais de demander à ses dirigeants où est passée la différence. Puisque maintenant, vous achetez le carburant moins cher. Cela veut dire qu'il y a près de 50 à 60% de différence sur le prix. Où sont passés ces 40 à 60%? Il faut qu'on nous l'explique. Je peux vous dire qu'en coulisses, on nous dit que oui, mais ça compense la baisse du prix du pétrole camerounais. C'est-à-dire que comme notre pétrole subit aussi la baisse des cours, voilà, l'économie que nous faisons en achetant le pétrole sur le marché international, nous compensons. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un exercice de gribouille. Personne ne peut soutenir un tel raisonnement. Donc ça veut dire que vous vous augmentez les prix lorsque les prix augmentent, mais vous les maintenez lorsque les prix baissent. Et vous nous expliquez que ça compense la différence que vous perdez sur la vente de votre propre produit. Ça n'a aucune espèce de logique qui tient. Car le calcul ou les prévisions économiques doivent tenir compte de ces paramètres. Je ne peux pas faire l'injure aux gens qui travaillent au ministère des Finances de croire qu'ils ne savent pas faire des projections. Si lorsque les tendances, et les projections se font à partir de quoi? Les prévisions notamment du cours du pétrole. C'est à partir d'un certain nombre de facteurs internationaux. Vous devez connaître les stocks des différents pays. Vous devez connaître les acteurs sur le marché. Tout le monde savait que dès lors que l'Arabie Saoudite avait annoncé qu'il ne baisserait pas sa production, alors que justement les pays qui importent habituellement ont des stocks importants, tout le monde savait que dès lors que les États-Unis exploitaient le pétrole, le pétrole de schiste, le gaz de schiste, pardon, et que par conséquent, il devait y avoir davantage de pétrole sur le marché, tout le monde savait que dès lors que les négociations avec l'Iran allaient dans la bonne direction et que l'Iran allait devenir un acteur sur le marché, à nouveau un acteur important sur le marché pétrolier, les cours allaient baisser, pour ne pas dire s'effondrer. Donc je ne peux pas croire que nos prévisionnistes du ministère des Finances ne connaissent pas ces éléments, ils le connaissent certainement. Ce sont tous des gens très intelligents. Donc il faut qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe. Pour conclure, je dirais que le MRC continue de dire que le gouvernement a le devoir de baisser le prix à la pompe pour être crédible sur l'augmentation qu'elle a faite en juillet parce que le coût du pétrole était élevé. Merci. Merci. Je m'appelle Sylvain Djongo, je suis journaliste pour l'agence Reuters. Ma question va en droite ligne avec une de vos sorties récentes en France concernant le franc CFA. On vous avait posé la question de quelle était votre position par rapport au franc CFA. Vous avez répondu que vous ne connaissez pas le stock d'or, vous ne connaissez pas le stock de réserve.
Et ma question est de savoir, est-ce qu'on a besoin de connaître le stock de l'or ou des devises pour avoir une position ferme sur le franc CFA? Merci. Je vais être extrêmement clair. Parce que ça aussi, c'est une interprétation qui n'est pas complète de mon propos. Parce que présenter les choses de cette façon voudrait dire que ma conclusion c'était que je ne peux pas sortir du franc CFA. Oh, c'est archi faux. Reprenez l'extrait. Parce que le problème, c'est que tout le monde dit, il semble qu'il a dit ou bien... mais prenez, j'ai fait une déclaration qui était enregistrée sur vidéo. Les médias, je pense, auraient pu mettre la sérénité dans les débats s'ils avaient simplement produit justement ce document. Parce que tout le monde aurait compris ce que j'ai dit. Je vais être extrêmement clair. Nous sortirons du franc CFA dès que les conditions seront réunies. Est-ce que je suis clair? Non. Les conditions, c'est lesquelles? Parce que, cher monsieur, alors, vous voulez que l'on parle des conditions. La première chose, c'est que le franc CFA est régi par des accords. Des accords conclus, non pas entre le Cameroun et un pays, mais entre l'ensemble des pays de la zone CFA et un partenaire qui s'appelle la France. Que dans ces accords, les différentes parties ont un certain nombre de prérogatives. Notamment la France, qui pendant longtemps garantissait cette monnaie, tant que l'Union, parce que pendant longtemps, comme vous le savez, le franc CFA était garanti par le franc français, non pas par le franc CFA. Et donc c'était en vertu de cette garantie que la France a pris de l'importance dès le départ au sein du franc CFA. Et que cette importance est actée, c'est-à-dire c'est contenu dans les accords de coopération. Que, en vertu de ces accords, les avoirs extérieurs des pays de la zone CFA sont logés auprès du Trésor français. Et non jamais auprès de la Banque de France, et encore moins auprès de la BCE, comme ça aurait pu être la Banque Centrale Européenne, comme ça aurait dû être le cas, puisque maintenant c'est l'euro qui garantit la monnaie. Qu'en vertu de cela, c'est toute une série de conditions. Ça, c'est la première chose par rapport au texte. La deuxième chose, sur le plan technique, vous me ramenez à la technique. Et quand j'ai parlé technique, on m'a dit, oui, mais vous parlez de technique pour embrouiller les gens. J'ai dit, je sortirai du franc CFA dès lors que les conditions seront réunies. Si c'est réuni demain, je sors demain. Si c'est réuni après-demain, ce sera après-demain. Vous n'allez pas me demander d'être un homme politique irresponsable. Vous savez, justement, je vais vous donner un exemple. Le gouverneur de la Banque centrale allemande, avant la création de l'euro, déclarait un jour, qui était un professeur d'économie, disait, vous savez, quand on est économiste, on peut écrire ce que l'on veut, écrire sur la monnaie, parce que demain on peut rattraper et corriger et dire qu'on n'est plus d'accord avec ce que l'on a dit. Mais lorsqu'on est gouverneur de la Banque centrale, il faut faire attention à ce que l'on dit. Je dirais la même chose par analogie. Moi, je ne suis pas dans un amphithéâtre. Et donc, je peux faire effectivement de la théorie, de la philosophie sur la monnaie. Parce que c'est la liberté intellectuelle et ça ne prête pas à conséquence. Je suis un homme politique, à la tête d'un parti politique dont l'ambition est de gouverner le Cameroun. Je redis ce que j'ai dit l'autre jour. La même période où on faisait ce débat, où on a fait toutes sortes de cabales autour de mes propos, la même semaine, lorsque le parti de M. Tsipras, du Premier ministre Tsipras en Grèce, a annoncé qu'il allait faire un référendum pour savoir si la Grèce allait accepter les conditions de l'Union européenne et du FMI ou sortir éventuellement de l'euro. Monsieur, vous êtes spécialiste de l'économie, qu'est-ce qui s'est passé? En un jour, en 24 heures, au guichet, je ne parle pas des transferts bancaires, ni des virements, transfert de sortie au guichet, on a sorti 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 650 milliards de francs CFA, en un jour. Il faut être sérieux. C'est votre devoir de nous aider à éduquer notre opinion là-dessus, au lieu de nous jeter aux orties. Je dis
si nous voulons sortir du franc CFA, préparons les conditions de la sortie pour être sûr que la monnaie que nous allons créer est viable et que ça ne va pas couler l'économie camerounaise. Lorsque vous dites je vais sortir du franc CFA, ou c'est un peu comme si vous dites je vais dévaluer le franc CFA. Vous êtes des journalistes économiques, n'importe quel opérateur économique fera ce qu'on appelle en économie de l'anticipation. C'est élémentaire, il fera de l'anticipation. Et quand il fait de l'anticipation, qu'est-ce qu'il fait? S'il avait son argent à la Société Générale ou à la Afriland ou je ne sais pas moi, il va dire, moi je le déplace pour mettre ça au Nigeria ou à Londres ou à Washington pour attendre de voir ce que ces gens vont faire. Parce que je ne veux pas que mon argent se perde dans leurs histoires. Parce que si vous créez une monnaie qui est une monnaie de singe, ce sont ces économies-là qui se perdent. Et donc il va dire, je vais déplacer pour attendre de voir clair. Si plusieurs opérateurs économiques d'importance